De temps à autre, quand on veut changer la donne de la réalité ou sauter le pas pour être encore plus brillant, il faut lorgner vers des pays où cela en partie existerait déjà. Donc il faut en quelque sorte s'acquérir d'inspiration auprès de quelques modèles. On va parler de Finlande. La Finlande a sa propre stratégie en matière de décarbonisation. Le pays a des buts extrêmement ambitieux et aussi une stratégie assez intelligente. Le ministre finlandais de la circulation et des transports, M. Timo Arga, peut être fier de ce qui a été fait dans ce pays nordique au fil de ce passé récent. Et Timo Arga ne peut pas être des nôtres à l'heure actuelle, mais il a donc préparé un message vidéo que nous allons vous démontrer à l'heure actuelle. S'il vous plaît. Minister, colleagues, dear friends. I will start by quoting Business Finland, our government organization for innovation funding and trade. They say, if it works in Finland, it works everywhere. Finland and Switzerland share a passion for ice hockey, as well as the challenges that ice and snow present for mobility. We also share a passion for innovation, technology, and high-quality solutions. Switzerland and Finland have had fruitful cooperation in the mobility field. I'm very happy to have the opportunity to speak at this mobility conference. We have all been closely following the COP26 summit in Glasgow. We cannot ignore the fact that transport is a significant factor in climate change. At the same time, we have a range of different solutions to mitigate the impact of transport on climate change. We need to use the solutions we already have and be bold in developing new ones. The goal of transport policy in Finland is to promote the mobility of information, goods and people, and to ensure that people's everyday lives run smoothly. We think that transport should be based on services and be reliable and customer-oriented, and this goal is pursued by legislation. In the future, transport services will be increasingly automated. Automation can significantly improve safety, efficiency and sustainability of transport. Transport is one of the first sectors in which more efficient use of data can quickly produce concrete results. By means of legislation, we also improve access to data and create a favorable environment for data-driven business. Dear guests, electric mobility, automation, and the growth of services and digitalization affect everyone in the transport industry. This also changes traditional ways of doing business. We found that the best way to approach the challenges faced by the transport sector is with an ecosystem approach and through cooperation. Our joint national growth program, which sets out principles and good practices in enhancing cooperation between private and public sector actors. The ITS factory network established in the city of Tampere is an active smart mobility network. The community creates solutions for mobility challenges through an intensive public-private partnership. The authorities can communicate their goals to members of the network so that companies can pick up ideas and plan new solutions. And transport is not just routes or vehicles, but a whole package that adapts to the changing needs of people and businesses. For several years already, Finland has been promoting mobility as a service, or MaaS, which links technology development with human-centered services. In short, a MaaS service combines different transport modes into a seamless travel chain with one ticket. For customers, it offers accessibility and ease of mobility. In our view, MaaS can provide an alternative to private vehicle ownership, one that may be just as convenient and certainly more sustainable. The most important element in the MaaS concept is, of course, the user. Catering for the needs of all the different kind of users is at the heart of MaaS. I think it's important that all digital mobility services make daily life easier to users, regardless of physical abilities or site of residence. The Finnish approach to MaaS promotes collaboration between public transportation and private service providers. A successful deployment requires an open ecosystem and focus for win-win solutions. I have good reason to bring up MaaS in the context of this conference. MaaS represents a recent example of collaboration between Finland and Switzerland. WIM, a service by a Finland-based company, MaaS Global, was launched in Switzerland earlier this year. The public transport in Switzerland is considered to be among the best in the world, and now with WIM, it can make the use of mobility services even more convenient and sustainable. Another example is Virta, the fastest growing electric vehicle charging platform in Europe.
Virta operates in over 30 countries, again, Switzerland being its first partner. The digital platform connects all the key players in the EV ecosystem and provides services in the entire value chain. I'm pleased to see that MaaS has been on the rise in Switzerland. I'm curious to follow the development of the concept, and I hope that the future will offer new opportunities for collaboration. To participants, a city can act as an enabler in many ways. Renewal and modernization in cities is a way of promoting innovative solutions. For example, our capital city, Helsinki, is a smart mobility pioneer with an agile approach to experimentation. Whether it is MaaS, automated transport, 5G, or open data, the city's track record is on par with global leaders. Helsinki is a good testbed. It's big enough to develop and test innovations, yet still small enough to make solutions work in practice. And residents are often eager to take part in shaping the services. Jätkäsaari Mobility Lab is Helsinki's testbed for smart mobility. The lab helps businesses and researchers pilot new solutions in a real urban environment. It offers support with permits and installation, as well as engaging citizens as test users. It also provides smart infrastructure and technology on the streets. Helsinki's immediate neighbor, the city of Espoo, has set itself the objective of carbon neutrality by 2030. The city had already committed in increasing its low-emission mobility and becoming a good city for cycling. A few years ago, Espoo was nominated the most sustainable city in Europe, and it intends to maintain this position. In addition, the United Nations has invited Espoo to be a pioneer city in implementing the 17 Sustainable Development Goals by 2025. And a third example, the city of Lahti is the European Green Capital this year. I'm very pleased that the mayor of Lahti, Pekka Timonen, is attending this conference today, so I'm sure you will hear more from the mayor himself about Lahti's innovative approach to a sustainable lifestyle. Having talked about creating environments for innovations, I'm going to end this speech by turning to something very old, even iconic in regard to sustainable collective transport, the tram. The city of Tampere recently launched its own tram network. Tampere has, however, updated the tram for the 21st century in an outstanding way. The new tram line is the backbone of the public transport system in Tampere. And what's happening around the tram and tram line is even more interesting. Information and payment systems, services around tram stop and MaaS services are emerging. The long-term goal of Tampere is to have automated feeder traffic to a couple of tram stops. Dear friends, as I already mentioned, Swiss public transport is considered to be among the best in the world. I've also been happy to learn about Zurich's innovative idea of having a fondue tram. At this cold time of year, that would be my choice of transport, even if I would not necessarily have to go anywhere. With these words, I wish you all an inspiring and fruitful conference. Timo Harakavadas. Bienvenue de retour. Merci beaucoup de réagir aussi spontanément. Il faut fêter quand on peut parce que nous avons l'opportunité d'entendre maintenant Pekka Timonen. Il avait un problème technique à Lahti, ce qui a fait que son laptop ne pouvait pas être utilisé. Maintenant, ça marche. Il peut se connecter et néanmoins, il n'a pas accès à sa présentation vu qu'il a changé d'ordinateur. Néanmoins, nous nous réjouissons de l'entendre. Vous savez, quand ça va mal, ça va vraiment mal, mais on a le très grand plaisir d'accueillir Pekka Timonen, le maire de Lahti. Bienvenue, j'espère que vous m'entendez. Oui. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne pause café et je vais vous parler de ce qui se passe chez nous à Lahti en Finlande. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Oui, merci. J'espère que vous avez eu une bonne pause café et j'espère qu'on m'entend bien. Donc, allons-y, parlons de Lahti. Lahti se trouve au sud
À 100 km de Helsinki, nous avons 120 000 habitants. Donc, on représente une ville typique ou standard européen. La plupart des Finlandais habitent dans des villes de cette taille moyenne. Lahti est devenue cette année une des capitales vertes, une des grandes villes vertes. Vous savez, chaque année, une commission choisit une ville pour être la capitale verte de l'Europe. Ils sélectionnent et ensuite ils choisissent le grand gagnant et c'est nous qui avons remporté le prix pour 2021, Capitale verte. Ceci se base sur le programme pour l'environnement ainsi que les résultats qui sont atteints et le fait de travailler à plusieurs niveaux, ne pas être bon juste à un niveau, mais d'être actif. Donc, il s'agit de l'image générale, de l'activité générale. Lahti est devenue la capitale verte de l'Europe à cause de son histoire de changement également. C'est une histoire de changement et vous voyez une photo dans mon fond. Nous avons essayé de changer beaucoup. Nous avons essayé d'être intelligents. Nous sommes une ville industrielle, donc à la base, nous sommes une ville brune plutôt. On était très actifs dans l'industrialisation dans les années 90 et on était franchement très sale. On a eu la triste gloire d'avoir le lac le plus pollué de Finlande. Et au bout d'un moment, on se dit, on ne peut pas vivre ainsi. Donc, déjà à la fin des années 80, on a dit qu'il faut nettoyer cette ville. Et aujourd'hui, après beaucoup de travail par les habitants de la ville, du gouvernement, notre lac est désormais propre. Nous pouvons boire l'eau, nous pouvons nager, nous pouvons faire de la pêche. Les industries qui sont là ont un concept de nettoyage pour les eaux usagées qui tient debout. Donc Lahti est un vrai exemple de comment l'investissement et comment l'application de programmes pour l'environnement peuvent fonctionner. Pas juste dans la théorie, mais également dans la pratique. Depuis ce moment-là, nous n'avons plus regardé en arrière. Nous nous sommes adaptés, nous avons pris des décisions, nous avons implémenté les changements. Nous avons osé être ambitieux par rapport à nos objectifs environnementaux et nous continuons à le faire. Notre grand objectif est déjà décidé. Après avoir été capitale verte de l'Europe, nous avons annoncé que d'ici 2025, nous voulons être neutres en termes de nos émissions de carbone. Donc, Lahti sera neutre par rapport à ces émissions d'ici là. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, coupé nos émissions de 70%, 70%. Et nous avons fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Donc, nous avons une coupure importante par rapport à nos émissions. Et je vais vous expliquer comment nous y sommes arrivés et ce qu'il nous reste à faire. Nous avons fixé d'autres objectifs ambitieux. 99% de nos déchets sont soit recyclés, soit réutilisés. Donc, nous n'avons plus de déchetterie en soi. On a dit au revoir à ces déchetteries il y a 4 ans déjà. Et nous voulons absolument continuer avec ce changement positif. Nous voulons nous éloigner de cette image de ville brune industrielle vers une ville productive et verte, une meilleure ville, une ville où il fait bon vivre. Voici ce que nous avons fait. Nous avons changé notre système d'énergie. Comme je l'ai dit, on avait une centrale de charbon qui a alimenté la ville en énergie. On a pris congé de cette centrale et nous sommes passés à un système de production énergétique sans émissions basé sur plusieurs solutions et notamment les bioénergies. À la base, notre système ne produit pas d'émissions toxiques. Nous produisons beaucoup d'électricité verte. On utilise des centrales hydrauliques, entre autres, et des centrales à vent.
Donc, le changement énergétique fait partie de ce que nous avons atteint. Et vous savez, lorsqu'on travaille avec un objectif de neutralité en termes des émissions carbone, il faut passer tous les domaines en revue. Donc, le deuxième domaine, c'était les transports. Nous avons essayé d'utiliser et d'accélérer le mouvement vers des mobilités douces et mobilités vertes. Cet été, la plupart de nos bus ont été changés et sont désormais des bus électriques. Et notre système de transport public fait partie des plus grands dans notre pays. Qu'est-ce qui a changé encore ces derniers 18 mois? Nous avons des transports publics basés sur des véhicules électriques. Là, il fallait un travail par équipe. Ensuite, nous avons adapté, nous nous sommes adaptés également à ces changements sur le marché. Il faut continuer à nous concentrer, à y travailler. Autant que première ville au monde, nous avons appliquer un système de suivi d'émissions carbone et d'empreinte carbone. Donc, vous utilisez votre Natel et vous pouvez enregistrer ce que vous faites. Par exemple, si vous allez en vélo plutôt que de prendre la voiture, cela vous donne des points. Et à ce moment-là, on récompense aussi nos citoyens, par exemple, ça fait partie du projet, mais en offrant une bière gratuite, par exemple. Ce sont quelques exemples où nous essayons de motiver les gens et, bien sûr, disposer d'une infrastructure. Lorsque nous parlons de la construction de vraies infrastructures, il y a bien sûr beaucoup d'émissions et un grand impact par rapport à la construction même. Donc, lorsque nous nous souvenons de la base, nous avons essayé de monter un schéma ou un modèle qui permette à la science ainsi qu'aux acteurs économiques de collaborer. Et notre université a désormais un siège dédié à la mobilité et aux infrastructures. Nous avons lancé un centre permettant le développement de bâtiments neutres en carbone. Et c'est ainsi que nous avons petit à petit renouvelé les infrastructures lorsque c'est devenu nécessaire en optant pour des meilleures solutions. L'acceptation et l'engagement de la population est extrêmement importante. Si les gens ne sont pas à bord, c'est très difficile d'imposer des changements. À l'ARTI, nous avons eu un grand succès en normalisant simplement l'action pour le climat, en indiquant que ceci est la voie naturelle ou normale par rapport au développement que parcourt notre ville. C'est ce que nous voulons faire, c'est ce que toutes les villes doivent faire. Nous devons avancer, nous devons essayer d'avancer rapidement. Donc, normaliser ces actions a fait partie de notre succès. Nous avons beaucoup communiqué avec la population et nous avons, par exemple, lancé le premier orchestre symphonique qui est neutre par rapport aux émissions carbone. Nous avons également la première équipe de ice hockey qui est neutre en termes de ses émissions par rapport au transport, par rapport à tout ce qu'on fait. Donc, on veut avoir des équipes qui sont neutres à tous les niveaux. Donc, lorsque je dis quelque chose, je suis le maire, les gens sont obligés de m'écouter, mais cela ne les oblige pas à agir. Par contre, lorsque nous passons par le monde des sports, le monde de la culture et que nous arrivons à engager les gens, c'est là où notre succès peut être garanti. Et c'est ce qui doit se passer. C'est beaucoup plus puissant que lorsque les experts ou les politiciens ainsi que les maires prennent la parole. Communiquer clairement et embarquer la population, cela fait partie des clés. Que s'est-il passé encore ces dernières 2 ans? Il y a 2 ans, lorsque nous avons remporté le titre, donc on savait qu'on allait être la capitale verte européenne pour 2021. Mais je crois que ce qui a surtout changé là autour, c'est la communauté de business. Notre approche par rapport à l'aviation, par rapport à la production, tout a changé avec les possibilités
qui se sont ouverts bien avant Glasgow, avant le changement de gouvernement aux États-Unis, avant les rencontres avec les présidents chinois, etc. Lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau du monde financier, on voit que chez nous, il y a une grande poussée au niveau du monde économique, parce qu'ils se sont déclarés d'accord avec cette transition. Donc, nous voulons être neutres en termes de nos émissions carbone d'ici 2025, et ce n'est plus impossible, mais c'est un objectif que nous allons atteindre clairement, car nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Ça nécessite l'engagement de tout et chacun. Si vous avez vos acteurs économiques qui sont à bord, vous avez presque la garantie que cela va fonctionner, comme ça a été le cas ici à Lahti. Nous avons, autant que ville, une empreinte carbone nettement plus bas que n'importe quelle autre ville en Europe. Et je crois en cela. Tout ceci sera un grand avantage pour nous. Regardons quelques années en avant par rapport à notre entourage, notre environnement, notre population. Nous devons être ambitieux et réalistes par rapport à la durabilité que nous voulons vivre. Donc, globalement, être ville durable, c'est possible. Nous sommes une ville normale. Nous ne sommes pas la plus belle ni la plus riche des villes. On n'est pas les plus dédiés non plus. Mais nous avons décidé d'aller de l'avant avec ce que nous avons. Et nous sommes devenus capitale européenne, capitale verte de l'Europe. Donc, c'est possible. L'objectif est simple. Une ville verte ressemble à n'importe quelle autre ville, mais nous devons aller plus en profondeur. Vous devez réfléchir infrastructure, vous devez réfléchir transport et vous devez embarquer les acteurs économiques parce que eux, ils seront un moteur ou un empêchement à l'atteinte de vos objectifs. Être ville durable n'est pas suffisant. C'est pas suffisant d'avoir juste les bons chiffres et les bonnes données à disposition. Nous devons devenir meilleurs. Nous devons donner des opportunités aux résidents, à la population, aux acteurs économiques. Nous ne voulons pas juste être une ville durable, mais nous voulons être une meilleure ville pour tout et chacun. Et c'est ainsi que la communauté peut travailler main dans la main. On peut avoir des avis divergents des fois. On peut avoir différents points de vue, mais c'est tous ensemble que nous pouvons accepter et aller de l'avant vers un avenir qui soit plus vert et plus durable. C'est quelque chose que nous avons commencé il y a 30 ans, mais nous poussons beaucoup plus fort vers ces objectifs pendant ces dernières 5 à 10 ans. D'ici 25, nous serons neutres en termes à nos émissions carbone. C'est presque demain. C'est pas juste l'avenir, c'est presque le maintenant. Et nous, les habitants de Lahti, nous sommes très engagés. Nous sommes absolument sûrs que nous allons aller encore de l'avance par rapport à ces objectifs environnementaux et nous voulons nous adapter à ce que apportera le changement climatique. Mes chers amis suisses, voilà mon message et notre histoire de Lahti en Finlande. Et comme vous le savez, on est vraiment connu pour nos sports d'hiver. Et vous allez le comprendre facilement. Donc, nous nous battons contre le changement climatique car nous voulons continuer à avoir des hivers et de pouvoir pratiquer nos sports préférés. Nous devons faire quelque chose pour protéger et sauver notre neige, n'est-ce pas? Finalement, je vous invite à visiter notre site web en anglais greenlahti.fi. Vous trouverez plus de détails et plus d'informations concernant notre histoire et nos activités autant que ville. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous m'avez bien entendu chez vous en Suisse. The sound was perfect.
Le son était parfait. Merci beaucoup, Pekka Timonen, d'avoir partagé ses idées et ses progrès par rapport à l'ARTI. Nous avons quelques questions venues par nos participants. Comment avez-vous fait pour que le grand public accepte, par exemple, ce suivi au niveau de leurs émissions personnelles? Comment avez-vous travaillé? Je pense qu'il y avait deux facteurs qui nous ont aidés globalement. Le premier point concernait l'histoire de notre lac. Il était évident de manière très concrète comment l'action environnementale peut améliorer la ville. Donc, lorsqu'il y a de l'action, des bonnes choses arrivent. Ça a été vu et perçu par tout le monde. Deuxièmement, il a été compris par tout le monde que la ville doit changer. Nous avons perdu notre ancienne industrie, certains ont perdu leur travail. Et ceci a fait que les gens étaient prêts vers quelque chose de nouveau, de s'engager à nouveau. Et donc, cette idée d'utiliser le Natel pour faire un suivi personnalisé de l'empreinte carbone, c'était quelque chose qui était ludique. Ça permettait aux gens de jouer, de se racheter et de rentrer concrètement dans une action. Maintenant, nous voulons réfléchir aux étapes suivantes par rapport à la question de comment engager, comment aller plus loin. Mais c'est devenu une normalité. C'est comme ça que nous vivons, c'est comme ça que nos habitants vivent. On n'a pas une stratégie environnementale dédiée. On a une stratégie pour la ville et ça s'appelle Ville courageuse pour l'environnement. Merci. Nous avons également reçu une question concernant vos systèmes de transport. Comment fonctionne le système de chauffage dans vos véhicules électriques lorsque les bus sont pleins et quelles sont les températures moyennes à l'intérieur? Alors, bonne question. Aujourd'hui, il fait -7 dehors. C'est le premier vrai jour froid ici à l'Arctique. Donc, depuis ma fenêtre, je vois que les bus fonctionnent. Donc, au moins, ça bouge et les gens ont l'air contents d'être dedans. Mais oui, on utilise l'électricité pour chauffer les bus. Ils sont alimentés par l'électricité uniquement. Et on charge les bus pendant la nuit ou comment faites-vous? Vous utilisez une charge par opportunité? Bonne question. Bien sûr, on les charge pendant la nuit, mais on a aussi des possibilités de les recharger en journée. En fait, la technologie est tellement évoluée qu'on n'a pas besoin de le recharger tout le temps. Les entreprises, enfin, toutes les lignes de bus fonctionnent ensemble. Donc, ils ont un deal entre les différentes organisations. Donc, on a la technologie et en fait, c'est devenu vraiment facile. C'est les doigts dans le nez parce que tout fonctionne main dans la main. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la meilleure option pour tous ceux qui veulent utiliser le bus et tous ceux qui veulent utiliser le système, y compris les acteurs économiques. Voilà. Et une dernière question. Pourriez-vous nous donner un conseil pour nous en Suisse? Parce que des fois, ce qu'on doit faire semble tellement grand, tellement varié qu'on ne sait même pas où commencer. Pourriez-vous nous donner un conseil? Où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on continue? Ce serait quoi votre conseil en fait? C'est vraiment difficile de donner un bon conseil à vous, peuple de Suisse, parce que vous êtes très en avant déjà. Mais mon conseil, ça serait simple, c'est commencer à faire ce que vous pouvez faire. La taille, le volume du problème est énorme, mais ne réfléchissez pas trop. Commencez à faire. Faites les petites choses, expérimentez et allez de l'avant. Parce que c'est seulement en faisant qu'on aura des résultats. Et même faire les petites choses, c'est tout aussi important que de faire les grandes choses. C'est l'action qui est importante. C'est ce que j'aimerais dire. C'est ce que nous avons vécu à l'Arctique. Nous sommes une ville de gens qui agissent, une ville d'action.
Nous sommes une ville marquée, habitée par des ouvriers. On sait mettre la main à la pâte, on travaille. Il s'agit de faire les choses, pas de parler, mais d'être actif. Tout le monde peut faire quelque chose et vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, mais choisissez de faire quelque chose maintenant. Merci beaucoup, Pekka Timonen, en direct de Lahti. Merci beaucoup.